Objectif numéro 5, comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions, en luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur. Pour comprendre pourquoi la politique de la concurrence augmente le surplus du consommateur, on a besoin d'abord de comprendre pourquoi les fusions-acquisitions, les ententes illicites et les abus de position dominante le réduisent. Eh bien, les fusions-acquisitions, les ententes illicites et les abus de position dominante permettent aux entreprises qui en bénéficient de se comporter presque comme des monopoles, c'est-à-dire de disposer d'un pouvoir de marché, de réduire les quantités proposées et, in fine, de proposer un prix qui sera supérieur au prix qui aurait résulté de la concurrence. Ce prix supérieur et cette quantité réduite conduisent à la baisse du surplus du consommateur et aussi à la baisse du surplus collectif. Hormis le monopole naturel et le monopole d'innovation, monopole, oligopole, entente, abus de position dominante réduisent le bien-être collectif. Ainsi, la politique de la concurrence vise à éviter le pouvoir de marché qui provient de ces situations jugées non désirables afin de restaurer le surplus du consommateur. Cette politique de la concurrence est mise en œuvre par une institution en France qui s'appelle l'Autorité de la concurrence et en Union européenne par la Commission européenne. Première étape, comprendre que la politique de la concurrence, en régulant les fusions-acquisitions, augmente le surplus du consommateur. On part d'une situation oligopolistique, ici un duopole, avec une entreprise A et une entreprise B qui se livrent une concurrence. Le consommateur a le choix entre se fournir chez A ou se fournir chez B. Si ces deux entreprises se regroupent en une seule entité juridique, ce que l'on appelle une fusion, ici baptisée A et B, le consommateur n'aura pas d'autre choix que de se fournir chez l'entreprise A et B. C'est-à-dire que la fusion des deux entités séparées en une seule a créé un monopole. Dans le cas de l'acquisition, c'est le même processus. Ici, c'est l'entreprise A qui rachète tout ou partie de l'entreprise B. Dès lors, le consommateur va acheter ses produits soit à A, soit à B, mais dans les deux cas, comme A contrôle B, A aura une influence sur le prix et les quantités que vont pratiquer l'entreprise B. Dès lors, encore une fois, le consommateur est confronté à un monopole. Les fusions-acquisitions conduisent donc à la baisse du nombre d'offreurs sur le marché. Ceci réduit la concurrence. Ceci permet aux entreprises qui ont fusionné ou qui résultent d'une acquisition de bénéficier d'un pouvoir de marché en se rapprochant de la situation d'un monopole. Et in fine, on l'a vu à l'objectif numéro 3, l'efficacité du monopole est inférieure à celle d'une situation concurrentielle. Donc l'efficacité d'une fusion-acquisition est inférieure à celle d'une situation concurrentielle. Le surplus du consommateur et le surplus du collectif seront inférieurs. Pour éviter cela, l'État, en tant qu'arbitre des marchés, soumet ces opérations à une autorisation préalable. C'est-à-dire que si deux entreprises souhaitent fusionner ou si l'une souhaite acquérir tout ou partie de l'autre, eh bien, elles doivent en demander l'autorisation à l'autorité de la concurrence. Deuxième partie de l'objectif numéro 5, comprendre que la politique de la concurrence, en luttant contre les ententes illicites, augmente le surplus du consommateur. Partons de la même situation initiale, un oligopole formé de deux entreprises ici A et B qui se livrent une concurrence. Imaginons que ces deux entreprises s'entendent sur, par exemple, les prix ou, ce qui est la même chose finalement, une limitation des quantités pour se partager le marché. Cette augmentation des prix conduirait à ce que le consommateur, qui peut toujours choisir un produit chez A ou un produit chez B, paierait in fine un prix plus élevé. Combe et Monnier rappellent en 2012 que, selon la Commission européenne, l'augmentation moyenne de prix consécutive d'une entente est de 34% par rapport à une situation concurrentielle. Parce qu'elles réduisent la concurrence, ces ententes-là sont illicites, elles conduisent à une hausse du pouvoir de marché, c'est-à-dire que finalement l'entente se rapproche d'un monopole, ce qui réduit l'efficacité en limitant le surplus du consommateur et le surplus collectif. Par la politique de concurrence, l'État, arbitre des marchés, interdit aux entreprises de s'entendre pour fixer les prix d'achat ou de vente, limiter les quantités produites ou bien les investissements, se partager les marchés et bien d'autres raisons. Ainsi, la politique de la concurrence préserve le surplus du consommateur et préserve le surplus collectif. Troisième et dernière partie de l'objectif numéro 5, comprendre que la politique de la concurrence,
en limitant les abus de position dominante, augmente le surplus du consommateur. La position dominante n'est condamnée en soi ni par le droit, ni par la science économique. Elle provient, du moins lorsqu'elle provient des mérites de l'entreprise, c'est-à-dire une innovation comme Microsoft, d'une stratégie marketing comme Apple, d'un modèle d'affaires plus efficace que celui de la concurrence, par exemple Zara. Ces mérites-là apportent de la satisfaction au consommateur et en cela, comme cela ne produit pas d'inefficacité, cette position dominante n'est pas interdite. Au contraire, l'abus de position dominante qui provient de pratiques abusives, par exemple dans le cadre de ventes liées, comme Microsoft l'avait fait avec son logiciel Windows Media Player, ou dans le cadre de clauses d'exclusivité, Google avec Android et son moteur de recherche, réduisent la concurrence et donc le surplus du consommateur. Cela réduit également l'innovation, donc le choix du consommateur en matière de diversité de produits. Comme cet abus de position dominante réduit l'efficacité, il est interdit par la politique de la concurrence. Encore une fois, par la politique de la concurrence, l'État, arbitre des marchés ainsi que le définit Tirole, interdit aux entreprises toute pratique abusive visant à réduire la concurrence. Ainsi, la politique de la concurrence préserve le surplus du consommateur et le surplus collectif. Résumé de l'objectif numéro 5. Nous avons vu que sur les marchés en oligopole, les offreurs ont intérêt à former des ententes ou à fusionner pour bénéficier d'un pouvoir de marché. De même, une firme en position dominante a intérêt à en abuser pour augmenter son pouvoir de marché. Dans les deux cas, la situation qui en résulte est désavantageuse pour le consommateur par rapport à une situation concurrentielle. Elle est aussi désavantageuse pour la société dans son ensemble puisque le bien-être collectif est réduit. On a vu d'ailleurs, à l'objectif numéro 1 et 3, que le pouvoir de marché s'exerçait au détriment du surplus du consommateur. C'est ce qui justifie la mise en œuvre de la politique de la concurrence. En luttant contre les ententes illicites et les abus de position dominante, elle réintroduit la concurrence sur les marchés et s'assure qu'elle s'effectue selon les mérites. Ainsi, le pouvoir de marché des entreprises se réduit grâce à l'action de la politique de la concurrence et le surplus du consommateur augmente.